pour une nouvelle édition des jeudis de l'AFGC, de nos webinaires du début de chaque mois. Quelques mots généraux en attendant que les spectateurs se connectent. Donc, concernant les webinaires de l'AFGC, donc on a repris la saison deuxième semestre de l'année avec une conférence extrêmement intéressante, très technique, sur l'élargissement et le renforcement du viaduc de Cabrol, que vous pouvez retrouver, donc, comme à chaque fois, sur le site internet dans les replays. Si vous n'avez pas pu y assister, c'est vraiment très intéressant, très original et très intéressant. Aujourd'hui, on va être dans un sujet qui est beaucoup moins dans la technique, encore que Harel Delanoë, on vous l'expliquera, c'est vraiment un des précurseurs du béton armé, mais on sera quand même moins dans la technique pure et dure. On est plutôt donc dans une logique patrimoniale. Et donc, on sera encore un peu avec cette idée en tête pour la prochaine édition de novembre, qui sera le 13 novembre. Alors, notez bien que ce n'est pas le premier jeudi. Pour des questions de disponibilité, ça sera le 13 novembre. Et le sujet sera la présentation du viaduc des FAT, un très grand viaduc, un des plus hauts, les plus hautes piles en maçonnerie du monde, et qui était un des ouvrages remarquables du début du XXe siècle, en Auvergne. Et donc, Jean-Pierre Museau, le directeur scientifique du Chèque, vous présentera l'histoire de la construction de ce viaduc. On a de nombreux documents d'époque, des plans, etc. C'est vraiment passionnant. Et puis ensuite, on se retrouvera en décembre pour finir l'année avec un sujet encore complètement différent, puisque ce sont des collègues de NGE qui vous présenteront un projet de ligne ferroviaire en Uruguay. Donc voilà, on continue à essayer d'être le plus éclectique possible dans les sujets qu'on nous présente dans ces sessions. Donc ce soir, je vais passer la parole tout de suite à Héloïse Gibault, qui est historienne de l'architecture. Alors vous nous direz ce que c'est un historien de l'architecture, si c'est un titre ou Mhm. autre. Je vais vous laisser vous présenter. Et donc on va D'accord. écouter un peu votre conférence qui est issue d'un mémoire de recherche, hein, vous nous expliquerez Mhm. ça autour de la réhabilitation des ouvrages d'Arrêt de la Noé dans les Côtes d'Armor qui ont été réhabilités pour une voie verte. C'est ça. Donc, Arrêt de la Noé, on commence à bien le connaître à la FGC, hein, puisqu'on a déjà organisé une journée sur place. Et donc, c'est quelqu'un qui nous parle bien parce que c'est quelque chose d'original, un des précurseurs, un des auteurs, un des co-auteurs du premier règlement de béton armé. Et donc, je vous laisse la parole, Héloïse, pour nous présenter cela. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le fil de discussion, sur le chat, et puis on vous passera la parole à l'issue de sa conférence. À vous. Merci, Héloïse. Merci. Merci à vous Didier, puis aussi à Bernard Quesnay de me recevoir aujourd'hui pour les webinaires du jeudi. Euh, alors oui, en effet, j'ai choisi le titre d'historienne de l'architecture. C'est pas, on ne peut pas vraiment dire que c'est un métier à part entière, mais comment dire, une expression qui permet quand même d'avoir l'essentiel. C'est-à-dire que avec mes études en histoire de l'art, je travaille je mène des études historiques sur les bâtiments, sur les ouvrages d'art. J'essaie de comprendre leur histoire et puis j'essaie d'expliquer aussi les techniques traditionnelles notamment qui ont pu être utilisées ou plus contemporaines. Ça permet, d'alimenter la connaissance pour certaines collectivités locales qui veulent connaître leur patrimoine ou bien pour des cabinets d'architectes, par exemple. Pour parler de la conférence d'aujourd'hui, donc c'est une conférence, qui est plutôt qui se tourne plutôt vers l'angle historique, avec l'idée d'aborder la question de la naissance du ciment et du béton armé, avec des cas concrets, à savoir, les viaducs ferroviaires d'Arrêt de Lanoé, qui sont aussi assez précurseurs dans leur usage
et puis en utilisant aussi, et puis de traiter aussi de leur devenir et de leur reconversion. Pour les besoins de cette pour cette conférence, je me suis en effet, servie, enfin je me suis, heu, oui je me suis servie de mon mémoire, du mémoire que j'ai fait à l'université de Rennes 2 pendant mon master d'histoire de l'art, et d'histoire aussi de patrimoine. Un mémoire qui a été financé et suivi par l'association Rail et Histoire, et dans ce mémoire, je parle en particulier, d'un ouvrage qui est l'ouvrage qui est le viaduc, de Douvenant, qui se trouve dans la baie de Saint-Brieuc et qui a été, réhabilité, pour les besoins de l'itinéraire vélo européen qui s'appelle la Vélo maritime. Voilà, ça j'en parlerai un peu plus largement, au cours de cette intervention. Pour ce qui est, du déroulement, donc on va commencer par un angle historique, avec la naissance du béton contemporain, donc du béton armé, du ciment armé, en abordant les expérimentations qui sont menées, ainsi que la quête de légitimité, technique à laquelle le béton, comment dire? S'oppose. Heu, Ensuite, nous aborderons le cas plus spécifique des ouvrages qui ont été réalisés par, l'ingénieur Louis Hérel de Lannoé, et notamment les ouvrages, du réseau d'intérêt local des Côtes d'Armor, qui sont précurseurs dans leur usage du béton et du ciment armé. Puis enfin un cas plus pratique, à savoir le viaduc de Douvenant, et sa restauration ainsi que sa reconversion à usage cycliste et piéton, entre 2021 et 2023. Donc, pour commencer, aborder l'historique du béton et du ciment armé. Heu, je pense qu'il est important de comprendre que les inventions sont toujours le fruit, d'une aventure intellectuelle, d'un parcours collectif et d'héritages techniques plus anciens. Mais aussi, et que le brevet finalement le brevet vient sanctionner, vient signaler la prise de conscience d'un intérêt, mécanique ou technique, mais que l'invention le précède parfois de beaucoup. Heu, Ce béton armé aussi, il ne peut advenir que dans un contexte particulier, et c'est celui d'un nouveau contexte industriel et aussi d'un nouveau contexte favorable, un nouveau contexte scientifique favorable qui est celui des Lumières. En termes d'industrie, évidemment, on parlera de la révolution industrielle. Enfin, et bien le béton armé tout au long du 19e siècle et au début du 20e, il doit aussi, s'affirmer dans la construction, faire ses preuves, et donc il est dans une quête de légitimité qui aboutira au tout début du 20e siècle. Donc voilà, pour commencer par des procédés, des techniques, anciennes, sur lesquelles on peut se reposer pour penser le béton et le ciment armé. Il y a bien sûr le béton romain. Ce béton romain, il est lui-même, l'héritage d'autres technologies, d'autres techniques du bâti, dont les Romains font la synthèse, des techniques de mortier qui se trouvaient en Mésopotamie ou en Égypte antique. Comment dire? Ce que les Romains apportent, c'est l'ajout de pouzzolane au mélange, à leur mélange de chaux, auquel ils ajoutent aussi, de la tuile pilée. Ce ciment, ce mortier romain, il est ajouté dans un coffrage qu'on dit perdu, qui se compose d'une alternance de pierres et de briques, et qui est laissé à l'issue, du séchage. Cette nouvelle technique, elle permet, de créer de nouvelles formes, d'aller plus haut, de créer aussi des ouvrages bien plus massifs, et aussi, d'accéder à de nouvelles formes, à des courbes, et notamment la forme de la coupole. Donc on peut penser au pont du Gard évidemment, ou sinon à la voûte du Panthéon. Un deuxième préalable auquel on peut penser pour
pour réfléchir à l'invention du béton armé. C'est l'utilisation, c'est l'usage, de la construction mixte de 2 matériaux, de la pierre, ici de la pierre associée au fer et on peut par exemple penser à une découverte qui a été faite récemment sur les chantiers de Notre-Dame de Paris, à savoir une agrafe qui permettait de sceller, les pierres au sein de la cathédrale et selon les datations qui ont été faites par les archéologues, l'agrafe daterait de 1225. Donc on a longtemps pensé que l'usage, du fer du métal, venait surtout en réparation dans ces ouvrages gothiques. Or, il était utilisé dès l'origine, d'après les dernières recherches, soit pour, solidifier des murs ou sinon lutter contre des écartements. Cette technologie de la pierre armée, on la retrouve, au fil des siècles. On la retrouve aussi dans le Panthéon, parisien et au 19e siècle, elle est encore utilisée. Voilà un peu un préalable pour les techniques anciennes. Hem, heu, on peut aussi, hem, on peut aussi, aborder, plutôt un élément de contexte qui est, la naissance de l'industrie cimentière. Donc il faut savoir et cette naissance, elle coïncide avec la fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les maçons produisent un mortier qui, est assez variable heu, selon la localisation des chantiers, mais surtout selon le porteur des ingrédients finalement et donc les recettes sont plus ou moins fiables à ce moment. Au XVIIIe siècle, on connaît, plus des de grandes avancées en termes de chimie et de géologie, en lien avec les Lumières et aussi en termes de géopolitique, de grandes rivalités entre les puissances européennes, notamment la France et l'Angleterre, qui sont en rivalité scientifique, technique et militaire. Et à ce moment, il y a une forme de course, à l'équipement, aux infrastructures et tout le monde se met à la recherche de matériaux qui seraient résistants au climat, au temps et résistants aussi, aux guerres. Et donc les scientifiques se mettent à l'ouvrage et donc avec la découverte, récente de Pompéi, ils vont notamment aller chercher dans les textes de Vitruve, qui est un architecte romain, les recettes du béton romain, sans y parvenir vraiment. Finalement, ça le ciment, il va être, inventé, mais non pas forcément breveté, en Angleterre. On retrouve par exemple la trace la trace du ciment naturel et artificiel dans cette nation et donc notamment James Parker, qui arrive à produire, un ciment, naturel à partir des roches qu'il chauffe et qu'il trouve sur l'île de Sheppey. Heu, plus 40 ans avant, donc en 1759, un grand ingénieur qui s'appelle, Smeaton, cherche un mortier assez solide pour retenir et former les murs, d'un phare qu'il doit installer au large de l'Angleterre. Bon, à savoir le phare a été déplacé, donc on le voit, sur la côte sur la photo, mais en l'occurrence, il était un peu plus loin à l'époque et pour réaliser ce phare, il réalise un ciment artificiel, en ajoutant de la chaux, de la pouzzolane à nouveau et de l'argile. Cependant, bon, voilà, on se retrouve avec une recette qui n'est pas expliquée mathématiquement, ni physiquement et c'est Louis Vicat, que l'on connaît, très bien, qui va lui parvenir à comprendre quels sont quel est le liant, quel ingrédient permet la réaction, de durcissement, du ciment. Donc c'est Louis Vicat qui le fait en 1817, quand il est envoyé dans le Lot pour travailler sur le pont de Souillac. Et de cette, et pendant ces travaux, il découvre que l'agent qui permet, le durcissement, du mélange, c'est donc la silice qui est présente dans l'argile. Cependant, heu,
cet ingénieur des ponts et chaussées, ne dépose pas de brevet et c'est Joseph Aspdin, un Écossais, qui va déposer officiellement la recette du ciment artificiel sous le nom du ciment Portland. Suite à ces découvertes, on va prendre conscience de l'intérêt du ciment dans la construction, notamment en mortier, mais aussi pour réaliser des éléments préfabriqués, des plâtres, des pierres de taille, tout en sachant que l'intérêt économique est bien plus que la production du ciment se fait à bas coût. Donc il y a beaucoup d'intérêt à le développer. Et donc, de part et d'autre de la Manche se développent des industries, et notamment dans le Boulonnais, avec les usines du Pont de Marle, qui sont ouvertes en 1848. Ce qu'on, donc on se retrouve avec un ensemble de préalables qui sont réunis pour créer le béton armé. Ce béton armé, on ne peut pas vraiment lui trouver de paternité tant il est le fruit de bricolage et d'inventions qui sont reliées à ces techniques anciennes, à ces techniques, par exemple, la volonté de faire de construire, de renforcer des structures avec des grillages, avec des armatures. Et c'est dans le milieu de l'horticulture que vont d'abord commencer les expérimentations. Les ingénieurs, restant, pour leur part, comment dire? Prenant des précautions. Et donc on a ces 2 inventions qui sont quand même restées célèbres, des bacs d'horticulture qui sont inventés par Joseph Monnier, un Français en 1867, et puis la fameuse barque en ciment armé de Joseph Lambeau en 1849. Ce ciment, dans un premier temps, le ciment et le béton ne sont utilisés en que dans les fondations, dans les canaux, et non pas en usage constructif. On commence à l'utiliser, pour produire des ponts de faible dimension. Et les a priori restent négatifs, notamment dans le milieu des architectes qui sont réticents à employer un matériau qui est considéré comme sale, qui est, à l'origine, un liquide. Heu et donc il va falloir, quelques avant-gardistes, quelques têtes brûlées pour commencer à utiliser du béton avoir l'idée d'utiliser du béton, puis du béton armé dans la construction. Et donc on pourrait citer par exemple l'exemple d'Édouard Coignet, un industriel français, qui dépose en 1850, le brevet, du béton aggloméré. Alors comme je le disais, le béton s'inspire du passé, s'inspire des techniques du passé, et ce béton aggloméré, ce béton aggloméré, il est réalisé à partir, de la technique du pisé, qui est une technique de la terre crue qui était utilisée dans le bassin lyonnais. Et donc, Édouard Coignet va avoir l'idée de couler, du béton entre des banches, dans un coffrage, tout comme, le procédé est utilisé avec de la terre. Heu, la différence, ça va être au niveau de la composition puisqu'il va remplacer l'argile par du ciment et de la houille. Ce premier procédé, il va commencer à être utilisé dans le génie civil, heu, mais de façon assez restreinte et notamment pour, l'aqueduc de La Vanne, qui est construit autour des années 70. Hem, donc hem Donc, comme je le disais, te la licen le dépôt d'un brevet, va sanctionner surtout, va marquer une prise de conscience, d'une invention de la prise de conscience d'une invention technique et de débouchés économiques. Et ce béton, il est surtout, le béton armé va être le fruit, de bricolage divers. Et on pourra retenir aussi, le cas, à nouveau, d'Édouard Coignet qui va, dans sa technique du béton aggloméré qu'il va utiliser sur l'église Sainte-Marguerite de Vézinay, utiliser, des armatures, pour solidifier, bien ces mélanges à la prise.
Cependant, il ne dépose pas de brevet. Pour lui, l'ajout d'armature n'ajoute pas de particularités supplémentaires, de particularités mécaniques, n'ajoute pas de bénéfices, en tout cas, voilà, ne mérite pas d'être protégé intellectuellement. Ce béton armé, finalement, sa connaissance et l'idée de propriété mécanique, comment dire, intéressante, elle va surtout émerger dans les dernières décennies du 19e siècle, à travers des organes de promotion et des revues scientifiques. On peut citer la revue Le Béton Armé de François Hennebique, qui est l'un des inventeurs, qui est l'inventeur du système Hennebique. On pourra citer aussi comme inventeur de système Paul Cotensin, par exemple. Tous ces systèmes qui vont être très nombreux, par exemple, on va en recenser 262 en 1906, 262 systèmes différents, ils vont être promus ou discutés dans des revues scientifiques. NBIX c'est une figure assez particulière puisqu'il va aussi en faire utiliser la publicité afin de faire connaître son invention. Euh, et notamment des outils de communication assez spectaculaires, notamment en mettant en scène des essais de résistance pour prouver l'efficacité de ces procédés. Donc là, bon, je n'avais pas de photo pour illustrer les opérations de communication menées par NBIC. J'ai choisi un cliché de l'école des Beaux-Arts de Berlin voilà, qui menait, qui expérimentait et qui cherchait à comprendre comment fonctionnaient les inventions d'NBIC, mais qui ne vous souhaitait pas du tout les promouvoir en elles-mêmes. NBIC aussi va promouvoir son système à travers le monde entier, à travers des bureaux d'études qu'il développe un peu partout. Et par exemple, vous trouver ce cliché de la construction, qui rappelle la construction de la mosquée du Caire entre 1904 et 1905. Comme en termes de génie civil, on peut citer l'exemple à nouveau de d'Hennebique, qui construit l'un des premiers ponts en béton armé d'envergure en France, à savoir le pont Camille de Hogue, qui s'appelait en 1900, lors de son inauguration, le pont de la Manufacture. Et ce pont qui fait de plus de 100 mètres, était à l'époque l'un des ponts les plus grands du monde. Ce que l'on peut, excusez-moi. Donc on peut voir qu'à la fin du 19e siècle, il y a un foisonnement d'idées, un foisonnement d'inventions, de systèmes, que les techniques se diffusent, notamment aux petites entreprises du bâtiment, et notamment grâce aux bureaux d'études, arrivent à justement produire ces systèmes en béton armé. Il en reste que tout le milieu du bâtiment n'est pas encore convaincu de la spécificité de l'intérêt et surtout de la pérennité de ces systèmes et qu'il y a beaucoup de débats. Certains exemples plus ou moins malheureux vont servir la controverse. Par exemple, pour l'église Sainte-Marguerite de Vézinay que j'ai citée précédemment, qui a été construite en béton aggloméré par Édouard Coignet. Bien cette église se part peu de temps après l'issue du chantier de taches noires qui sont dues à la présence de mâches fer. Et voilà, l'exemple va un peu peut-être défrayer la chronique ou servir au moins à semer le doute sur la pérennité des systèmes de béton, et puis aussi de béton armé. Les interrogations, bon, dans le monde scientifique, elles tournent autour de la nature composite et hétérogène du béton armé. On se pose déjà la question de l'adhérence entre le béton et les métaux, mais aussi des différences de coefficient de dilatation à la chaleur des deux matériaux. Le fer étant souple et le béton étant tout à fait le contraire, on craint des fissures, des affaiblissements et même des ruines pour les ouvrages qui sont construits de cette manière. Pour répondre ces questionnements, on met en place des essais lors
peu avant l'inauguration des ponts, enfin des ouvrages, et notamment des ponts. Donc pour le pont de la Manufacture à Châtellerault, eh bien, on voit passer un rouleau compresseur de 16 tonnes sur le pont, puis 6 chariots de 8 tonnes, et puis enfin 250 soldats qui vont marcher au pas et éprouver la structure pour voir sa solidité. Comme le pont est toujours là, cela a très bien le système marche. Voilà, donc quelques photos. Ici, on voit, les soldats, marchant au pas, et ici, les chariots, heu, un chariot de 8 tonnes tiré par des chevaux. Une date marquante va être la date de 1906, qui est la publication d'une circulaire qui émane du ministère des Travaux publics, et qui va promouvoir, qui va en tout cas promouvoir des calculs et une composition, officielle pour le béton armé. En fait, les édic la commande publique, à l'époque, représentait vraiment un énorme marché, un énorme débouché pour le béton armé, d'où l'idée, de faire le tri parmi les nombreux brevets et systèmes qui sont proposés. Je rappelle qu'on en avait 262 en 1906, donc c'était le moment de mener des essais pour comprendre quel système privilégier, dans les ouvrages d'art. Donc ce ministère, il va convoquer 12 ingénieurs, dont Harel Delanoë, ainsi que Armand Considère, François Hennebique et Edmond Coignet. Et tous vont se réunir et mener des tests de résistance à la compression pour le béton, des tests, sur la position des ferraillages et des tests sur la quantité de métal qui permettrait d'avoir un béton armé périn. Et ces tests, ils vont être réalisés sur, le site de l'exposition universelle de 1900, qu'il faut en partie, déconstruire, et voilà, avait été, qui avait été paré de nombreux ouvrages en béton et en béton armé, et notamment le pavillon de la coupole, du Creusot. De ces, tractations sont parfois compliquées puisque, par exemple, le système NBIC va être discuté. Ressortent 25, articles et instructions ministérielles qui vont expliquer, comment, mener des tests de résistance, donner des indices de composition pour le béton armé, et puis aussi, expliquer la manière de mener des travaux avec du béton armé. Ce qu'on peut tirer de voilà, ce premier développement sur l'histoire du béton armé, c'est, que l'invention, elle précède le brevet le brevet, et que le brevet va plutôt, marquer la prise de conscience d'une innovation, d'un intérêt industriel. Et que voilà, et ce parcours compliqué, du béton, en tout cas pour gagner de la légitimité, montre qu'il ne suffit pas d'inventer un matériau pour pouvoir l'utiliser, mais qu'il faut aussi le faire accepter, en prouvant ses qualités techniques, mais aussi en bataillant, en se bat oui, en se bat, en essayant de convaincre aussi, des milieux qui sont réticents, mais plutôt de manière culturelle, qui ont des craintes. Hem Ce qui est, voilà, donc j'ai parlé d'Harel de Lanoé, je viens de l'aborder. C'est en effet une figure qui est expérimentale dans l'ouvrage, dans l'utilisation du béton armé. Donc je vais tout de suite, aborder, son parcours, et puis plus spécifiquement, le cas des ouvrages qu'il a réalisés, dans les Côtes d'Armor. Heu, ce, voilà quelques photos qu'on l'on peut trouver sur les archives départementales qui montrent, le chantier en action, et puis quelques réalisations. Harel Delanoë, pour les besoins, du département des Côtes-d'Armor, va construire des ponts, mais aussi, d'autres ouvrages comme, de grands boulevards à Saint-Brieuc, qui sont des boulevards suspendus. Harel Delanoë, il naît en 1854, il naît à Saint-Brieuc d'ailleurs. C'est un étudiant de Polytechnique, puis un étudiant des Ponts et Chaussées. Il est nommé, à la suite de ses études dans différents départements où il va construire
divers ouvrages pour divers domaines maritimes, ferroviaires et heu il va notamment travailler au Mans sur le chantier du tramway, du tramway et proposer notamment un pont, le pont en X, que j'aborderai. En 1901, il est nommé dans le département des Côtes-d'Armor pour procéder, au développement, de la ligne ferroviaire départementale et notamment de ses ouvrages d'art. C'est un chantier qui va vraiment l'occuper pendant très longtemps, jusqu'en 1926. Pour ce chantier, on retiendra, il s'agit de l'une des premières expérimentations du béton armé à grande échelle, et on retiendra aussi qu'il a su apposer sa marque, sa signature à ses ouvrages, notamment à travers leur aspect bicolore, qui est lié à l'utilisation de la pierre, de la brique et d'un béton qui est dans un premier temps un peu dissimulé. Voilà, quelques ouvrages d'abord qu'il fait bâtir, en début de carrière, notamment la passerelle de l'ancienne voie ferrée Brest-Lambézélec en acier et voilà le pont en X qui permettait à 2 voies de tramway de pouvoir se croiser au-dessus du fleuve. Donc c'est sur ce pont en X pardon, que Harel de Lanoë va expérimenter pour la première fois en 1898, des procédés de béton armé, des procédés de ciment armé. Surtout en partie haute. Pour les parties basses, on va retrouver du béton armé en fondation, mais cela reste assez courant. Les piles sont réalisées en maçonnerie. Mais par contre, les chevêtres je vais prendre un petit laser, qui sont en partie supérieure des piles, sont elles réalisées en béton armé. Ces chevêtres, elles vont supporter, les poutres maîtresses sur laquelle repose, le tablier. Sont aussi, heu va être aussi, utilisé le ciment armé, heu, au niveau des encorbellements que l'on voit ici, des encorbellements, qui vont être, heu, renforcés avec, du ciment armé et puis enfin des voûtins en briques qui sont ici, qui vont aussi, être renforcés avec du ciment. Pour ce qui est, du réseau départemental des Côtes-d'Armor qui nous intéresse, toute cette aventure, elle commence en 1901, époque où le département des Côtes-d'Armor est en recul économique par rapport au reste du territoire, notamment se trouve isolé, en termes de desserte ferroviaire. Donc le département, face à cette situation, décide de créer un réseau départemental, par lequel il va relier l'intérieur des terres à la mer et aussi créer des jonctions avec Saint-Brieuc qui permettra de rejoindre le réseau national. Hem, ce, ce projet, il est assez impressionnant puisqu'il va être, va être le deuxième plus grand de France en kilomètres, en tout cas en termes de réseau départemental. Il y a un investissement assez conséquent, même si le département qui est dans une difficulté, qui commande la ligne et qui est quand même en difficulté financière, va demander, des économies, de chantier à Harel de Lanoë et hem ça c'est cette raison financière qui peut nous faire, qui peut être l'une des raisons de l'usage de ce béton armé, de ce ciment armé, puisque Harel de Lanoë, quelques années auparavant, s'exprime dans un ouvrage ou dans un article en disant pouvoir, créer un réseau, créer des ouvrages d'art en béton et en ciment pour un coût 7 fois inférieur à des ouvrages en acier. Donc l'économie est certaine, l'exagération est présente aussi, je pense. Heu, pour aussi répondre à cette demande de budget, restreint, il va aussi beaucoup standardiser la production de ses ouvrages d'art et utiliser des matériaux locaux, à savoir la brique, et des moellons de pierre qui vont donner cet aspect bicolore aux ouvrages. Ce qui est intéressant aussi dans dans l'exécution,
de ces travaux, c'est notamment la volonté d'Arel Delanoë de les réaliser en régie directe, donc d'être lui-même maître d'œuvre, ce qui lui permet d'être tout à fait indépendant et de gérer une sorte de petite entreprise de 120 ouvriers qui vont exécuter ces travaux et peut-être aussi permettre de cette manière une innovation. Euh, ce réseau, il est bâti en deux temps. D'abord entre 1901 et 1907, avec en deux temps qui sont visibles en termes d'apparence et de technique. Donc ce premier réseau, d'abord 1901-1907, et puis deuxième temps, on a aussi le second réseau qui lui est construit de 1914 à 1926 et qui assume lui pleinement l'usage du béton armé. Pour ce qui est du premier réseau, dont j'ai mis quelques illustrations ici, notamment le viaduc de Grenier. On retrouve aujourd'hui 13 ouvrages. Et ces ouvrages, ils sont basés sur un modèle qui est répété et qui est celui du modèle du viaduc de Grenier. Cet ouvrage, il n'a pas été réhabilité, je m'y suis moins intéressée, donc les photos qui viendront illustrer ces ouvrages un peu types du premier réseau seront celles du viaduc de Douvenant. Oui, à savoir aussi que Harel Delanoë ne va pas proposer que des ponts, il va aussi proposer des boulevards suspendus que l'on peut voir ici et qui entourent Saint-Brieuc. Le viaduc de Douvenant est un peu plus à l'extérieur de Saint-Brieuc. Il se trouve à proximité de la baie de Saint-Brieuc, à cheval sur deux communes, Saint-Brieuc et Langueux. Ce viaduc, il est en courbe, c'est sa spécificité parmi tous les ouvrages d'Arel Delanoë. Il mesure 94 mètres. On voit là une photo en 2021 avant les restaurations. Il repose sur des fondations en béton armé. Ces piles sont composées de deux colonnes en maçonnerie qui vont se rejoindre à l'aide d'un mur assez fin au milieu. Ces piles, on le voit, elles sont marquées par une alternance de maçonnerie et de briques. Sous cette brique, on a en effet des lits de ciment en béton armé qui se retrouvent cachés peut-être derrière ces briques pour éviter les cisaillements. Et cette utilisation du béton armé dans ces piles, elle va permettre d'avoir une certaine élégance ou une certaine finesse par rapport à d'autres procédés de maçonnerie où les piles sont bien plus conséquentes. Euh, voilà, on a ici une photo du viaduc de Morlaix. Viaduc de Morlaix, il est produit 40 ans avant. On voit que ces piles sont déjà bien plus trapues et beaucoup moins élancées. Donc voilà, Harel Delanoë, il va se servir des techniques aussi pour proposer une sorte de nouvelles formes et une nouvelle signature. Ce que l'on continue la description de l'ouvrage. En haut des piles, Harel Delanoë va disposer des arches qui sont parallèles et produites de manière standardisée. Ces arches, elles supportent une voûte centrale qui est, elle, en béton armé. Et sur ces voûtes, on va retrouver aussi un tablier avec de part et d'autre un encorbellement ou une sorte de trottoir sur lequel vont pouvoir circuler les agents de la SNCF, qui est retenu par des entretoises en béton armé et sur lesquels vont se déployer des voûtins en briques qui vont être recouvertes, pardon, de ciment. L'utilisation du béton armé va aussi se retrouver dans les garde-corps, au niveau au niveau de la lisse, mais aussi du reste des garde-corps. Au niveau des montants, et ces montants, ils sont constitués d'une alternance de briques, de sections carrées, de briques et de ferraillage. Donc voilà, ce premier réseau, il incarne une époque où l'utilisation du béton armé est encore expérimentale.
où il n'est pas forcément, où il est soumis à des essais, à des querelles, à des controverses. Et tout comme le pont de la manufacture de Châtellerault, ce viaduc, enfin les viaducs de ce premier réseau vont être soumis à des tests, et notamment le viaduc de Grogny. Heu Peu après, enfin ce qui est, intéressant, c'est que c'est notamment, le conseil général, des ponts et chaussées qui va être inquiet de l'utilisation du béton et du ciment armé, qui va commanditer un expert ou des essais de résistance pour, essayer de se rassurer, de pouvoir confirmer les travaux. C'est aussi le concessionnaire de la ligne qui va être inquiet. Et donc, ce viaduc de Grogny, il est soumis à un test en 1903 et va être, et notamment l'une de ses voûtes qui va être soumis à un test de résistance de 120 tonnes. Alors à nouveau, le test réussit, donc les ouvrages peuvent être mis en service. On peut se dire que l'usage de la pierre, de la brique, au niveau des maçonneries du viaduc de Douvenant peuvent être liés à cette époque où où l'usage du béton armé peut inquiéter et donc et où son affichage n'est pas positif. Donc peut-être, on peut peut-être, donner l'hypothèse, que le fait de plaquer de la brique contre les lits de ciment armé contre, les lits de ciment armé des piles est peut-être lié à cette volonté de rassurer. En tout cas, pour ce qui est du second réseau, on va être on voit le passage de la circulaire de 1906 et cette reconnaissance officielle par l'État, puisque l'utilisation du béton est tout à fait, assumée. C'est le cas notamment au niveau des tabliers et des arches qui sont réalisés en ciment armé. On retrouve quand même un héritage du 1er réseau et puis du style, d'Arrel de Lanoë, dans les piles qui sont, constituées de maçonnerie et de briques. En revanche, on ne retrouve pas le modèle standard qui est reproduit, comme celui du modèle, grenier, mais ici, 3 types une organisation modulaire avec 3 types d'ouvrages qui permettent de franchir 3 types d'obstacles, de vallées, et donc heu voit ici, des ouvrages qui permettent de franchir plutôt des vallées profondes, plutôt des rivières ou plutôt des passerelles qui permettent de franchir des éléments, qui sont plutôt, des obstacles qui sont plutôt petits, plutôt restreints. Voilà, c'est, un exemple qui voilà, une évolution qui peut certainement, qui montre, voilà, un usage plus assumé du béton armé, par Harel Delanoë et puis peut-être un savoir-faire technique qui s'est peut-être davantage développé. Ces ouvrages, ils accueillent le passage des trains pendant une quarantaine d'années pour certains, pour d'autres, beaucoup moins. Heu, la ligne n'est pas rentable et elle ferme entre 1948 et 1956. Donc on peut supposer que les ouvrages du second réseau, ont été utilisés peut-être seulement pour certains, une vingtaine, une quinzaine d'années, ce qui est vraiment très restreint. Voilà une étude peut-être plus poussée, d'un ouvrage en particulier qui est le viaduc de Caroual, qui a été, restauré et réhabilité, où l'on voit l'usage du béton armé, au niveau des arches et au niveau du tablier. Ces ouvrages étant fermés, étant abandonnés et abandonnés, n'étant plus utilisés, en tout cas pour le train, vont être utilisés pour autre chose. Certains vont être, reconvertis, pour à une fonction routière. C'est par exemple le cas du viaduc de Toupin sur lequel passent, de nombreuses voitures, tous les matins, à Saint-Brieuc. Et puis d'autres sont tout simplement abandonnés et laissés à leur décrépitude. Hem, Ce qui est important de relever, c'est que c'est plutôt l'usage qui va venir à atteindre de façon assez sérieuse, l'état des ouvrages et notamment le viaduc de Souzin qui est un exemple assez emblématique et même choquant, je pense, pour les habitants, de la baie de Saint-Brieuc puisqu'il va être détruit.
car les travaux de restauration étaient beaucoup trop, jugés beaucoup trop onéreux par le département qui a préféré le dynamiter en 1991 plutôt que le restaurer. Un exemple qui a aussi, je pense, créé une conscience patrimoniale assez importante chez les Briochins, chez les habitants de Saint-Brieuc, et qui est à l'origine de la naissance de plusieurs associations. Donc voilà, donc maintenant la question qui se pose, c'est, que deviennent ces ouvrages aujourd'hui? En 2021, 40 des ouvrages, avaient disparu selon un recensement qui avait été exécuté qui avait été commandé par la région, par le département. C'est la question aussi que je me suis posée en écrivant mon mémoire, c'est, comment pouvons-nous préserver et comment pouvons-nous, entretenir ces viaducs? Notamment, par la reconversion et notamment à l'aide de la vélo de l'itinéraire vélo, de la vélo maritime. Cet itinéraire vélo, il s'étend sur, le littoral de la Manche, sur 1 500 kilomètres entre Roscoff et Dunkerque, mais il est destiné à relier, l'Europe centrale. Hem, dans ce cadre, le département décide de réhabiliter, les ouvrages d'Arel de Lanoë qui se situent à proximité du littoral. Il en réhabilite donc 9, 8 entre 2011 et 2022, à destination des cyclistes et des randonneurs. L'exemple du viaduc de Douvenan, à nouveau, et de sa restauration va permettre de comprendre les aspects concrets, les difficultés techniques et aussi l'aspect patrimonial qui entre en jeu dans la restauration de cet ouvrage et dans sa reconversion. Bref état sanitaire, hem, il est exécuté en 2018 sur demande du département auprès du bureau d'études Arcade. Ce que l'on peut en ressortir, c'est le bon état de l'ouvrage, heu, qui est un bon état structurel, qui peut être à mettre en lien avec, l'absence de reconversion, routière ou autre qui a lui endommagé certains autres ouvrages. Voilà, ici, par exemple, une photo des contreventements qui sont fissurés. On retrouve d'autres fissures à d'autres endroits. Au niveau du couronnement, des piles, ce couronnement que l'on voit, à droite de l'image, juste ici, avec des parties en béton armé. Et puis, on a aussi la voûte, mais qui est en assez bon état. Donc, ce qui est prescrit avant tout, c'est le nettoyage. Le nettoyage de ces parties en béton et en ciment armé à l'aide de produits 100 biodégradables puisque l'ouvrage se situe en zone Natura 2000. On va aussi récupérer, les produits de nettoyage, à cet effet. Ce qui est par contre plus inquiétant, c'est l'état des encorbellements, donc de part et d'autre du tablier, qui sont, clairement un point faible de l'ouvrage. Et qui sont bien trop instables pour accueillir le passage des piétons. Heu, cette faiblesse, elle est liée à des erreurs de conception. On sait que Harald de Lanoë, souhaitait alléger son ouvrage et pour l'alléger, il a notamment utilisé des briques creuses pour soutenir, son trottoir ou cet encorbellement. Il a, et donc ces briques creuses, donc poreuses, se sont fragilisées et ont aussi fissuré et fait éclater l'enrobage en béton. Autre erreur, de conception aussi, au niveau des corniches de rive qui se fissurent, ou même qui partent en morceaux, avec car cette fois-ci, on se trouve plutôt du côté, du nombre de liaisons qui sont insuffisantes. Hem, enfin, on a aussi le problème des garde-corps. On a qui sont eux-mêmes, qui sont totalement absents de l'ouvrage et qui ont presque tous disparu, car le béton a éclaté.
Donc ce chantier, il est chiffré à 810 194 euros, toutes taxes comprises, et il est mené par le département qui est à la fois à la maîtrise d'ouvrage et à la fois à la maîtrise d'œuvre. Il y a un autre acteur que l'on doit citer dans cette restauration et cette réhabilitation. Il s'agit de l'État et de ses services patrimoniaux. C'est l'ouvrage d'Arel de Lanoë, cet ouvrage, le viaduc de Douvenant. Il a été classé en 2013, a été inscrit au titre des monuments historiques en 2013, suite aux demandes des associations locales. Ce qu'on peut en retenir de cette situation, c'est que, on se retrouve tout à fait à l'opposé, d'une idée de l'idée d'un conflit entre les aménageurs et les services de l'État et ses conservateurs. Au contraire, au cours du chantier, on a plutôt, observé une dynamique et un dialogue positif qui a plutôt permis de trouver, de retrou de faire advenir une reconversion, qualitative et puis aussi, d'obtenir des subventions qui ont alimenté les travaux. Ce que l'on les acteurs que l'on peut aussi citer, puisqu'ils sont à l'origine des demandes d'inscription, ce sont, les associations. L'Association des chemins de fer des Côtes du Nord, l'association Arel de Lanoë, qui mène, des actions de médiation, même un musée, et puis aussi l'Améno qui produit des publications scientifiques et heu participe à la reconnaissance locale, mais aussi nationale des ouvrages d'Arel de Lanoë. Pour ce qui est, voilà, de cet ouvrage, du thème de la patrimonialisation, pour cet ouvrage, il faut d'abord différencier l'inscription et le classement. En effet, l'inscription, elle a facilité, le projet des aménageurs. Pour faire une distinction rapide, l'inscription d'un ouvrage est moins contraignante qu'un classement. Elle ne demande pas d'artisans spécialisés, ni d'architectes des monuments historiques, pour encadrer le chantier. En revanche, elle demande un pouvoir de vigilance et de contrôle qui est exercé par les architectes des bâtiments de France, qui viennent, constater, les travaux et puis qui parfois peuvent prescrire certaines demandes. Ces demandes, et je finirai par là, heu, elles sont en faveur de l'aspect, esthétique, de l'ouvrage. Heu notamment au niveau de l'aspect bicolore de l'édifice, et de cette alternance, de briques et d'usage de la maçonnerie. Hem et hem et à cet effet, l'architecte des bâtiments de France a par exemple demandé à ce que tous les voûtins qui avaient pour certains, presque tous qui avaient dit pour moitié, je dirais, presque tous disparus. Il a demandé à ce ils soient tous reconstitués, en menant même des recherches sur, les briques à utiliser et leur teinte. La deuxième exigence, ça a été, aussi de produire des claustras ou des garde-corps, 4 en tout, aux 2 entrées de l'édifice, qui sont conformes à l'image que l'on voit ici et qui pour l'architecte correspondait aussi à une signature, d'Arel de Lanoë. Qu'on peut dire, après l'inauguration du viaduc de Douvenant en 2022, c'est qu'il y a un grand chemin qui a été, parcouru, pour le ciment et le béton armé. C'est d'abord une reconnaissance, technique et culturelle, une acceptation au sein du monde de la construction, au sein du monde, scientifique, des ingénieurs, des constructeurs, mais aussi une reconnaissance, patrimoniale. Cette, inscription en 2013 du viaduc de Douvenant, elle est non seulement fondée sur les critères esthétiques que j'ai cités précédemment, mais aussi sur la reconnaissance, du caractère expérimental de l'usage du ciment armé. Ce que l'on observe aussi aujourd'hui, c'est une attitude qui a changé du côté du département des Côtes-d'Armor, qui a été porteur de ce projet de réhabilitation et de restauration.
qu'il l'était moins dans les années 90 quand il a été le moment de décider entre la destruction ou la restauration du viaduc de Souzan, qui a finalement été détruit. Ici, ici, le département a souhaité réhabiliter ces infrastructures et on peut y voir aussi un levier stratégique pour préserver ces ouvrages, qui est notamment le critère de l'utilité. L'utilité touristique, aussi l'utilité touristique pour les habitants, mais aussi, ce qu'il y a à prendre en compte, l'attachement des habitants à cet ouvrage. Donc, voilà la dernière idée qui peut ressortir de ce webinaire, c'est que la reconversion peut être un levier possible pour amener les collectivités territoriales à, comment dire, à restaurer leurs ouvrages, mais aussi à les entretenir régulièrement, puisque la reconversion l'impose. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Héloïse. Fort Mhm. intéressant. Je pense que ça fait écho en plus à pas mal d'interventions que mène la FGC, sa commission Histoire Patrimoine, sur pas mal d'autres ouvrages, en Bretagne en particulier, Mhm. ou dans d'autres endroits de la France. Alors, je n'ai pas encore enregistré de questions, mais n'hésitez pas à lever la main ou autre. Moi, j'en avais une première, c'était quel était le coût, le coût global définitif là, de la restauration de Venant? 810 000 euros environ, 810 190. D'accord, ça c'est le chiffre que vous Oui, aviez c'est annoncé en cours de route. Oui. c'est ça. Alors, je vois une main qui se lève. J'ouvre le micro de Michel. Vous m'entendez là? Oui, Oui. oui, oui. Oui. Oui, bonjour, Michel Bonjour. Moussard. Ah, Michel Oui, Moussard, d'accord. Bonjour Michel. bonjour. Et bon, merci beaucoup de cette très belle présentation et puis de l'introduction là qui a permis de bien situer Arel de la Noé. Mhm. J'avais simplement deux réflexions. Enfin, une première réflexion, c'est qu'au fond, j'ai le sentiment, et vous me direz ce que vous en pensez, que Arel de la Noé, d'une certaine manière, a retrouvé la tradition des Romains en utilisant en parement des pierres ou des briques. Et je pense que c'est intéressant parce que la question du parement des bétons est toujours une question difficile et débattue. Et au fond, la solution de revenir à la solution romaine, hein, en utilisant des pierres ou des briques en parement, ben, au fond, elle est intéressante et on voit qu'elle permet d'assurer une grande pérennité de ces parements. Mm. Bah, Voilà, très c'était un bien. premier point. Oui, Oui. oui, bah, je vous laisse poser votre deuxième question si vous le souhaitez. Non, la deuxième, simplement une remarque. D'accord. C'est comme j'ai parcouru la vélo maritime là, début septembre à vélo Mhm. et je suis passé donc sur les ouvrages. Et il y a une chose qui m'a un peu frustré, c'est quand on arrive aux extrémités, au niveau des culées, ben, on a envie de descendre un peu de chaque côté pour voir l'ouvrage. Et dans la Mhm. plupart des cas, les ouvrages sont dans des environnements de végétation très dense, qui fait qu'on n'arrive pas à se balader autour. Donc je vous signale ça parce que ça mériterait peut-être des petits aménagements pour qu'on puisse voir l'ouvrage. Parce qu'on passe dessus, mais on a énormément de mal à, à le regarder de côté parce qu'il n'y a pas d'accès en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Ben, ayant quitté la Bretagne, je n'ai pas pu faire, en tout cas récemment, l'expérience de la vélo maritime et voilà, de Ouais. ces végétations qui gâchent la vue. Mais c'est vrai que c'est plutôt dommage, puisqu'en Ouais, plus, si vous pouvez transmettre le message, je pense que ce je serait peux pas essayer. très difficile de faire un petit peu, de dégager un peu la végétation aux extrémités pour qu'on puisse avoir la vue. Je pense Bon. particulièrement au viaduc des Ponts Neufs, là, qui est dans un environnement Mhm. qui est très beau, hein, la nature est très belle, il y a beau.
mais on peut, c'est impénétrable, on ne peut pas y aller. Oui, très bien. Bah, je peux le signaler en effet. D'autant plus que le département est conscient de l'aspect, la participation de ces ouvrages au paysage. Donc, il est vrai que voilà, c'est une remarque qui est intéressante. Le Pour vélo pour le maritime, bête. c'est très sympa, hein. Passer sur ces ouvrages, c'est Oui, particulièrement là, intéressant. c'est Ouais. super. Et oui, merci pour votre remarque pour le béton romain. C'est vrai que j'en ai parlé au début. Et notamment, voilà, et c'est ce parement en briques et en pierre. Je n'y pensais pas du tout, mais c'est une remarque très intéressante en effet. Merci à vous. Moi qui suis lyonnais, on redécouvre ces parements sur l'aqueduc de la Bièvre là, de manière très, très Mhm, nette, oui, dans tout ce qui a été restauré récemment, avec des très beaux parements romains en briques carrées mises en pointe. mhm. Je passe la parole à Bruno Godard qui a levé la main. Oui, vous Oui, Bruno. m'entendez? Oui, 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 bonjour bonjour Bruno. Bruno. Oui, bonjour. Oui, je voudrais revenir sur le cas du viaduc de Souzin parce que j'ai été parmi les experts qui ont travaillé sur ce dossier-là Mhm, et, et- et parmi ceux qui ont décidé de condamner l'ouvrage. mhm. Oui, Alors, c'était un ouvrage qui, d'ailleurs, je crois, était classé monument historique, hein, à cette époque-là. oui. Mhm. Ou Et alors, inscrit. comme on le voit là sur cette image, Mhm, il y a deux étages. Alors, le premier étage, il était fait en maçonnerie. Il mhm. était en très bon état. Le deuxième D'accord. étage était fait, constitué de pilettes Mhm, assez minces. mhm. euh, et au-dessus de ces pilettes, il y avait des voûtes en maçonnerie qui étaient en bon état. Et le tablier aussi était plutôt en bon état. D'accord. Le gros problème, c'était les pilettes. D'accord. Alors les pilettes, on voit d'ailleurs qu'il y a des corsets en béton armé qui assurent un contreventement entre les pilettes. Et pour l'histoire, euh, à l'origine, c'était pas des corsets qui étaient mis en œuvre, c'était des barres métalliques Mhm. euh, dans, intégrées enfin, encastrées dans les pilettes. Et les D'accord. barres Oui. métalliques qui Mhm. s'étaient corrodées avaient provoqué déjà des fissures dans les pilettes, d'où D'accord. Mhm. le remplacement de ces barres métalliques par des corsets. Mais, mais le gros problème des pilettes, c'est que les pilettes donc étaient constituées par des parements en briques et en alternance avec des petites dallettes en béton armé. Mhm. Donc et dans ce coffrage constitué de dallettes et de briques, Mhm. Arel Delanoë avait disposé quatre grosses armatures au coin à l'intérieur des coffrages et avait coulé du béton à l'intérieur, donc pour faire un béton armé. Mhm. Le gros malheur, je dirais, de ces pilettes, c'est que les armatures, en fait, n'étaient pas vraiment en- incluses dans le béton. Elles étaient dans les coins. Elles n'étaient pas protégées, finalement. Ah oui. Et avec le temps et les chlorures qui sont à proximité, Mhm. elles se sont corrodées fortement et ça a provoqué des fractures verticales dans les pilettes. Et il y Mhm. avait tellement de pilettes fracturées que le coût de réhabilitation a vraiment été très, très Ouais. important. Non, mhm. Il aurait même fallu reconstruire les pilettes, je pense, D'accord. et d'où la décision de le démolir. D'accord. Alors ça veut dire une chose, c'est-à-dire que enfin, moi, je suis pour qu'on sauvegarde tous les ouvrages qui le Mhm. méritent, hein. Mais quand on a un ouvrage qui a un gros problème de conception au départ, bah, c'est difficile Oui. de le sauvegarder, quoi. Voilà. Mhm. Et vous avez une estimation des chiffres que voilà, une restauration complète aurait demandé? Est-ce que vous l'avez encore en tête? Pas du tout, non, j'ai pas ça en tête. D'accord. Mais je pourrais essayer de le retrouver. Mhm. Donc, ce que tu veux dire, Bruno, c'est que même si le département avait, à l'époque, aurait pu afficher une volonté de conservation de patrimoine, ce qui n'était peut-être pas encore sa motivation, comme le dit Héloïse, même s'il avait eu cette Mhm. motivation, ça aurait été hors Oui, exorbitant. de propos exorbitants au niveau des coûts, quoi. Mhm.
Ah, certainement, et puis ça altérait l'œuvre d'origine. Enfin, on aurait été obligé d'altérer l'œuvre de l'origine dans la mesure où il n'y avait pas de technique de réparation vraiment pérenne pour ce genre de problème, quoi. D'accord. Alors, dans le fil de discussion, il y a Mathieu Cardin qui demande pourquoi est-ce qu'on a utilisé d'explosifs pour la démolition. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Donc, j'ai peut-être dit... non, peut-être un erreur de ma part, hein, en disant Non, mais dynamite. apparemment, sur la photo, on a vraiment l'impression Ouais. que... Mhm. Oui, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Probablement par facilité, hein. Hum. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est de pourquoi... Qu'est-ce que ça veut dire ciment armé? Bon, peut-être la distinction entre ciment armé et béton armé. Euh, alors bon, je suis historienne, donc comment dire, j'ai pas l'outillage technique, peut-être technique pour comprendre tous les aspects, mais je dirais, et Didier, vous pourrez peut-être me corriger si je fais une erreur, mais pour moi, le ciment dans le béton armé, euh, on a tout ce qui constitue le béton, donc on a l'agrégat, on ajoute du ciment, alors que dans voilà, le ciment, voilà, est composé, voilà, il n'y a pas d'agrégat dans le ciment. Voilà, la principale différence pour moi, c'est l'agrégat et puis l'utilisation, c'est-à-dire que le béton peut être un principe constructif, le béton armé. Le ciment seul, non. Ciment armé, non. Non, non, mais je confirme qu'effectivement, l'origine, il y avait effectivement plutôt que du sable et du ciment, et qu'il Mhm. était utilisé par exemple par Joseph Meunier pour faire vous avez parlé de bacs de jardin, pour faire des décorations, des bancs, des barrières un peu qui imitaient des branches d'arbres, etc., avec des armatures simples. Donc on utilisait effectivement qu'un sable et du ciment, quoi. Il y a Jean-François Duroux qui a sûrement des choses à dire sur le ciment armé. Jean-François. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, Jean-François Dour. Ben, je pense qu'en fait, Ah oui, c'est bon. ouais, pour moi, les deux appellations, béton armé et ciment armé, ont existé concurremment pour désigner à peu près la même chose, en fait. Donc, on trouve des ouvrages qui s'appellent, par exemple, j'en ai un là, le manuel théorique et pratique du constructeur en ciment armé, en 2 volumes, qui parle exactement de la même chose que des ouvrages qui parlent que de la résistance des matériaux appliqués au béton en- et au ciment armé. En fait, je pense que les deux sont. Enfin, moi, je suis pas convaincu qu'il y ait une réelle différence dans les matériaux Mhm. entre les deux, quoi. Voilà. Et je rajouterais que j'ai également lu que l'appellation de béton était quand même, comment dire, pas contestée, mais était péjorative. Donc, que dans un premier temps, on a pu, enfin, l'expression ciment armé était beaucoup plus répandue. Et que l'appellation béton est arrivée plus tard, quand est arrivée avec une phase d'acceptation plus exacerbée aussi. Mais il est vrai que j'ai quand même quelques difficultés à brosser une différence entre ciment et béton armé. Enfin, pour moi, assez clairement, enfin, de tout ce que j'ai pu lire, hein, dans les livres fin 19e, début 20e, Mhm. je vois pas de différence entre les deux. D'accord. On va pas pour d'autres questions. Il y a un point qui est important, enfin, c'est même le nœud central de votre présentation, parce qu'on est confronté à ça dans pas mal d'autres cas de figure au niveau de la commission Histoire Patrimoine. C'est effectivement, on se rend compte que même quand on a un caractère patrimonial extrêmement marqué sur un ouvrage, Mhm. arriver à le conserver, il faut forcément qu'il y ait un usage. Donc, alors, ça peut être ici une voie verte, ça peut être d'autres raisons, mais on se rend compte que vouloir conserver que l'ouvrage parce qu'il est le témoignage d'une époque, d'une technique de construction ou de son auteur ou autre, si on n'arrive pas à lui trouver un usage Mhm. d'aujourd'hui, ça devient une mission presque impossible. Et ça, c'est assez net. Alors après, on peut, on peut travailler sur les usages. Et bien sûr, la voie cycliste, c'est quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, mais il y a sans doute d'autres choses en termes
de biodiversité, de passages naturels, etc., qui Mhm. peuvent être aussi mises en avant au jour d'aujourd'hui. Ça fait partie des pistes sur lesquelles D'accord. on travaille pas mal en ce moment avec Bernard Quesnay, Patrick Guiraud, etc., et toute la commission. Donc ici, en fait, vous Ok. avez montré qu'il y avait une relative conjonction d'intérêts à la fois des acteurs du patrimoine, du maître d'ouvrage et des associations. Bon, il y a quand même pas mal de cas de figure où c'est pas trop le cas, quoi, hein. Donc, souvent, on se rend compte que il faut soit arbitrer, soit trouver des arguments économiques ou de l'aide parce que les maîtres d'ouvrage, enfin le propriétaire, celui qui doit payer, peut être convaincu de l'intérêt patrimonial, mais il a d'autres priorités peut-être dans ses Ouais. budgets, quoi. Ça fait partie des vraies difficultés d'aujourd'hui, quoi. D'où peut-être l'intérêt voilà, d'une inscription, en fait, qui va ajouter l'acteur de l'État dans l'équation. Oui, mais l'État n'a pas forcément d'argent pour financer, donc Oui, mais en termes de ça, contrôle. ça donne effectivement Ouais. des billes, mais pas forcément des Oui. sources de financement. Alors, je ne vois pas d'autres questions ou de mains levées. Donc, je vois beaucoup de messages de remerciements, de félicitations pour vous. Donc, ben, il me reste Merci. à vous remercier vivement pour cette présentation très intéressante et détaillée. Donc, comme d'habitude, hein, vous la retrouverez dans les replays des webinaires AFGC sur le site dans les jours prochains. Mhm. Et donc, je vous donne rendez-vous au 13 novembre pour un exposé sur le viaduc des Fades. Donc là, on passera au métal et à la maçonnerie aussi pour les piles. Merci encore, Héloïse, et Et bonne merci à soirée à vous. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.